Il n'y a pas de traître, il n'y a pas de voleur, ni Dieu ni maître. Bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce webinaire. Il n'y a pas de con, il n'y a pas de chaîne, ni état ni patron dans mes veines. Je suis libre, je me sens loin. Bonjour aux personnes qui arrivent. Alors il est 12h30 tout pile. Dis-moi qui que tu sois, qui a raison. Dis-moi qui a raison. Et oui, qui a raison? Pas de vainqueur, pas de vaincu, de la hauteur des cœurs perdus. Comment ça, pas de vainqueur, pas de vaincu? Dis-moi qui a raison. Pas de gloire, pas de jugement, juste des hommes, juste des Pas de gloire, pas de jugement, juste des hommes et des femmes. Il n'y a pas d'entrave. Bonjour Laetitia. Bienvenue à ceux qui sont pile à l'heure. Je vous invite à mettre un petit mot dans le chat en mettant d'où vous venez, où vous vivez. Je suis libre, je me sens loin. Je n'ai pas envie de prendre un autre chemin. Je suis libre, rien ne me retient, rien ne me retient. Voilà, en préparant ce webinaire, j'ai trouvé cette belle chanson de Jérémy Frérot qui correspond tout à fait au sujet du webinaire d'aujourd'hui, à savoir qui a raison, qui a tort, est-ce la majorité, est-ce la minorité, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment peut-on coopérer s'il y a des gens qui ont raison, d'autres qui ont tort? Comment on fait? Waouh, Laetitia, tu viens de la Réunion. On a des gens qui se connectent de loin. Super. Bonjour Lucie de Redon. Bonjour Pascal, toujours au poste. Content de te revoir ici, même si, bon, je ne te vois pas vraiment. Allez, on attend quelques instants encore avant de commencer le webinaire. Salut Claudine de Saumur. Et salut Yves de Vendée. Bienvenue à tout le monde. Eh bien, écoutez, c'est la fin de la musique. Donc, je crois que hop, on va s'arrêter là. C'est le moment. Donc, merci à Jérémy Frérot d'avoir permis de commencer ce petit webinaire, ce grand webinaire pendant lequel on va se poser une question que je trouve particulièrement intéressante, à savoir pourquoi la majorité a toujours tort et la minorité pas toujours raison. En fait, pour tout vous avouer, ce titre, c'était plutôt un titre accrocheur. Je vais vous partager maintenant hop, mon écran et puis on va commencer le webinaire. En tout cas, bienvenue à chacun, bienvenue Olivier, Dantibes, bienvenue à tout le monde. Petite information avant de commencer, ma collègue Nathalie Labarre étant souffrante, elle ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, mais sinon, Nathalie est toujours avec moi d'habitude pour co-animer ces webinaires. Une fois sur deux, c'est moi qui anime, elle qui est la conférencière, et puis une fois sur deux, c'est le contraire. Donc, toutes nos pensées vers toi, Nathalie, pour que tu ailles mieux. Le Covid est passé par là, et ouais. Bon, eh bien, écoutez, bienvenue à tout le monde. Je suis ravi de vous voir arriver sur Zoom pour ce webinaire. Je suis Yanis Camus, je suis basé à Rennes. Je suis consultant, formateur, spécialiste en coopération. Et ma passion, c'est d'accompagner les organisations qui veulent fonctionner en intelligence collective, qui veulent sortir du paradigme du débat contradictoire, de la confrontation, de la majorité qui l'emporte sur la minorité ou des minorités qui tentent de saboter le travail de la majorité, vous voyez, de tout ce monde compétitif pour enfin arriver dans un monde coopératif, dans un autre paradigme où finalement on ne vit plus du tout la même chose. Et alors aujourd'hui, ce titre accrocheur, pourquoi la majorité a toujours tort et la minorité pas toujours raison?
Bon, vous voyez bien que dans le cerveau, j'espère que ça vous a fait un peu cet effet-là, ça crée un petit truc où on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Est-ce que la majorité a réellement toujours tort? C'est peut-être un peu culotté de dire ça quand même. Et puis, la minorité, pas toujours raison. Bon, ben ça, on s'en doute, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, ce que je voulais vous dire en réalité, c'est que derrière ça, hop, alors il faudrait que ça fonctionne. Il y a une autre question qui est intéressante à se poser quand on travaille en tant que manager, en tant que dirigeant d'une organisation, en tant que leader d'un groupe, c'est comment savoir dans un groupe qui a tort et qui a raison. Parce que finalement, quand même, globalement, face à un problème, si des gens proposent une solution A et d'autres personnes une solution B, globalement, il y en a quand même un qui a tort et un qui a raison, oui ou non? Ben, justement, c'est ce qu'on va essayer de creuser un petit peu aujourd'hui. Et puis voir, surtout derrière ça, comment de cette prise de conscience qu'on va avoir là dans un instant, on peut aller vers plus de coopération. Parce qu'au bout du compte, c'est quand même ce que beaucoup d'organisations espèrent, la coopération dans les entreprises, dans les associations, dans tout type d'organisation, c'est ce qui va nous permettre de faire évoluer deux choses. D'une part, d'améliorer l'efficacité de notre travail en commun, et puis d'autre part, d'améliorer la qualité de vie au travail et le bien-être au travail. Donc, deux choses hyper importantes pour tout type de dirigeant et toute personne qui conduit un groupe, voilà, que ce soit un petit service ou une très grande entreprise, peu importe, on est tous à la recherche de cette augmentation de l'efficience, de l'efficacité également, et puis du bien-être au travail. Alors, avant de commencer, je voulais vous parler de cet homme, Ératosthène, qui a découvert que la Terre était ronde. Rappelons-nous, à une époque, on n'imaginait pas que la Terre pouvait être ronde. Et puis, il y a cet homme, un scientifique, à peu près 300 ans avant Jésus-Christ, qui a fait tout un tas de calculs et qui a démontré que la Terre était ronde. Imaginez bien que sa découverte n'a pas plu à tout le monde à l'époque. Et puis, avant que la majorité n'accepte finalement cette nouvelle vision du réel, il a fallu du temps. Donc, au final, c'était juste un exemple, hein, mais on peut dire que l'innovation, elle vient forcément d'une ultra-minorité. Une ultra-minorité étant soit une personne qui a une idée de génie, ou qui n'a pas une idée de génie, mais qui, grâce à ses connaissances, arrive de manière plus ou moins logique, voilà, avec tout ce qu'il maîtrise, à démontrer une nouvelle vision de la réalité. Ça peut être aussi quelqu'un d'innovant et qui, face à un problème, a une idée très créative et propose quelque chose peut-être qui n'a jamais été encore fait et peut-être quelque chose qui non seulement est innovant, mais va être beaucoup plus efficace que ce qui a été fait auparavant. Peut-être, ça, on n'en est pas sûr. Et puis parfois, l'innovation, ce n'est pas simplement une personne, mais c'est le fruit d'un travail collectif et c'est un groupe, mais généralement un petit groupe, qui apporte une idée nouvelle, une proposition nouvelle pour solutionner un problème qui peut être plus ou moins complexe. En ce moment, par exemple, il serait bon qu'on se pose la question du problème lié au réchauffement climatique et qu'on se dise, voilà, il est temps que chacun d'entre nous, nous pensions à qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour tenter de lutter contre ça. Il en va quand même de notre survie. Alors, dans un premier cas, imaginons que face à un problème, la minorité a raison et donc la majorité a tort. Eh bien, si la majorité est bienveillante, elle va déployer généralement une très grande énergie pour convaincre la minorité qu'elle a raison, elle étant la majorité. Et puis du coup, si elle n'arrive pas à convaincre la minorité, au bout du bout, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, la majorité va imposer son choix au final. Ben oui, on a tous intégré depuis l'enfance que notre fonctionnement se devait d'être démocratique et que la démocratie, c'était la majorité qui l'emportait. Donc, si la majorité est bienveillante, elle va tenter de prendre en compte la minorité, mais tenter de prendre en compte non pas en écoutant vraiment ce qu'elle a à dire pour contribuer finalement à la décision finale, mais plutôt l'écouter pour lui dire « mais non, tu as tort, minorité, la vérité, c'est nous qui la détenons, regarde, nous sommes majoritaires, donc c'est bien, on t'a écouté, on t'a pris en compte, on a été bienveillant, mais on va quand même prendre la décision qui nous convient le mieux puisque nous sommes la majorité. » Et en ça, on va se sentir absolument légitime, on le verra un petit peu tout à l'heure.
Alors, si la majorité, par contre, n'est pas bienveillante, il y a deux autres types de majorité, hein. Il y a la majorité bienveillante, on l'a vu. Les deux autres types, c'est une majorité qui serait non bienveillante, et puis il y en a une pire, c'est une majorité qui serait malveillante. Mais prenons simplement une majorité avec absence de bienveillance. Donc, une majorité qui n'est pas bienveillante, eh bien, elle passe en force, elle s'en fiche, en fait, de ce que pense la minorité. Et puis, on n'a pas besoin de l'écouter, etc. Puisqu'on est majo, on impose notre décision. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Et on va voir le cas numéro 2 maintenant. La minorité se rallie à la majorité. En fait, alors oui, ça peut sans doute arriver, et surtout pour deux choses, en fait. Le conformisme et la soumission à l'autorité. C'est la psychologie sociale qui nous a prouvé, au travers de différentes expériences, que nous sommes tous sujets à ces deux choses-là. Lorsqu'on est dans un groupe, on a tellement peur de se faire exclure, de se faire mal voir, d'être dévalorisé, voilà, qu'on a intégré deux choses. C'est que lorsqu'on sent que le groupe, la majorité du groupe va dans un sens, on va avoir tendance, alors ce n'est pas tout le monde, mais un certain nombre d'entre nous, vont avoir une fâcheuse tendance à se conformer et à ne pas oser dire « je ne suis pas d'accord, ce n'est pas comme ça que je vois les choses, attention, si on fait ça, il va peut-être y avoir un problème ». On n'ose pas, par conformisme. Et puis donc, l'autre source d'influence assez néfaste et inconsciente, c'est la soumission à l'autorité. Si mon chef me dit « on va par là », dans un certain nombre de cas, je vais avoir du mal à lui dire « ben non, chef, ce n'est pas la direction dans laquelle il faudrait qu'on aille. Regardez, il y a une autre direction qui est largement meilleure et c'est plutôt celle-là qu'il faudrait qu'on prenne. » Donc, cette soumission à l'autorité, elle peut être effectivement néfaste, en particulier lorsqu'il y a un risque dont on est conscient et qu'on n'ose pas dire à notre chef. Alors, la soumission à l'autorité, ça va avec le chef, mais pas uniquement. Ça peut être une personne charismatique dans le groupe qui devient un petit peu le leader. Mais malheureusement, parfois, ce n'est pas notre chef, le leader du groupe. Voilà. J'ai oublié de vous dire, juste pour information, sur la forme du webinaire. Comme ma collègue Nathalie Labarre n'est pas là, ce que je vous propose, c'est que je déroule l'ensemble de mon propos et que vous puissiez poser vos questions et éventuellement aussi vos réactions dans le chat, et je les lirai tout à l'heure. Par contre, je ne peux pas faire les deux choses en même temps, puisque j'ai le partage d'écran, je ne vois pas vos réactions pour l'instant, donc je les prendrai à la fin de mon propos. Ne soyez pas trop frustrés si je ne rebondis pas sur le coup. Voilà. Donc oui, je vous ai dit, conformisme et soumission à l'autorité, ça c'est ce qu'on subit quand on est dans un groupe, qu'on soit dans la majorité ou dans la minorité, hein, c'est vraiment ce qui se passe. Mais alors parfois, la minorité, eh bien, elle se trompe, et lorsqu'elle se rallie à la majorité, bah, du coup, tout va bien. C'est-à-dire que les idées qui étaient moins bonnes de la minorité ne passeront pas. Donc, on peut se dire que tout va bien dans ce cas-là. Par contre, ce qui est très dommage, c'est si la minorité avait raison. C'est-à-dire si dans les propos de la minorité, si dans les idées de la minorité, finalement, il y avait quelque chose qui permettait d'être plus efficace. Si c'était la minorité, si elle faisait une proposition. Si par contre, la minorité était en train d'exprimer une sorte d'objection à une proposition de la majorité, en disant « attention, si on fait ça, il va se passer ça, etc. » et qu'elle n'est pas prise en compte, alors la majorité ou le groupe dans son ensemble perd quelque chose d'important, c'est la prise en compte du risque. Voilà. Si on ne prend pas en compte le risque, eh bien, ma foi, on va prendre des risques. Parfois, c'est très bien de prendre des risques. Ça nous permet de nous dépasser, de dépasser nos limites et puis d'avancer. Et puis, parfois, il y a des risques qui sont beaucoup trop importants et qui vont faire qu'on va prendre le mur. Et prendre le mur, ça ne fait jamais plaisir. Et on va devoir, par la suite, déployer tout un tas tout un tas d'énergie, de créativité pour résoudre des problèmes que nous avons nous-mêmes créés, alors que la minorité, pourtant, nous avait prévenus, mais on ne l'a pas prise en compte. Donc, effectivement, c'est bien dommage. Voyons maintenant le cas 3. La minorité comprend son erreur. Alors ça, c'est le rêve de toute majorité. On a fait preuve de pédagogie. Ça, c'est ce terme qui est beaucoup utilisé par les politiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Faire preuve de pédagogie, ça veut dire j'ai le pouvoir, j'ai raison, et donc je vais faire preuve de pédagogie parce que les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi n'ont pas compris en fait. Donc je me positionne non pas en tant que dans une confrontation de points de vue, je me place au-dessus
de la personne qui dit, ou du groupe, qui dit qu'il n'est pas d'accord avec moi. Voilà. Donc, faire preuve de pédagogie, ça veut dire que je vais tenter de convaincre les groupes minoritaires, ou en tout cas les groupes qui ne sont pas d'accord avec moi, que c'est moi qui ai raison. Et malheureusement, le fait de tenter de convaincre quelqu'un ou un groupe a, de manière quasi systématique pour conséquence, de créer une résistance. En fait, c'est très différent d'entrer en communication pour échanger des points de vue et dire, voilà, moi je vois les choses comme ça. Comment tu les vois, toi? Voilà, vous voyez dans la manière dont je viens de le dire, l'énergie, l'intérêt aussi que j'ai pour la manière dont mon interlocuteur voit les choses. Et c'est très différent de cette autre manière d'entrer en relation qui est de dire, mais non, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est comme ça. C'est moi qui sais comment est la réalité, c'est comme ça et ce n'est pas comme toi tu dis. Donc, dans ce second cas, en fait, j'entre en confrontation, je considère que mon point de vue est la vérité, et donc le tien, c'est l'erreur. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je crée chez mon interlocuteur? Forcément, une forme de résistance, où il va tenter de faire la même chose avec moi et de me convaincre que c'est lui qui a raison et moi qui ai tort. Alors, en ce moment, on est tous en train de vivre un phénomène voilà, qui traduit ça très, très bien, c'est sur la question des vaccins. Voilà. Les anti-vax sont absolument persuadés que le vaccin est absolument terrible, etc., avec des tas d'arguments. Et puis, les pro-vax n'arrivent pas à comprendre et se disent, mais comment on peut être anti-vax? Le vaccin, c'est ce qui va nous sauver. Donc, il faut absolument que tout le monde soit vacciné. Et on arrive dans une confrontation où on n'est plus du tout dans la coopération. Et puis là, il y a même très peu de chances qu'on arrive à coopérer puisqu'on n'arrive pas à s'écouter et qu'on est dans cette recherche de savoir qui a raison. Maintenant, petit focus sur la majorité. En fait, quand je suis dans la majorité, je me sens légitime pour alors imposer mes choix. Non, on ne va pas dire ça comme ça, mais pour prendre les décisions. On nous a encore une fois bien dit depuis notre plus tendre enfance, on nous a bien dit depuis notre plus tendre enfance que, attendez, j'aimerais bien enlever ça, 2 petites secondes, voilà, comme ça, parfait. On nous a dit depuis notre plus tendre enfance que la démocratie, c'était la majorité qui gouvernait. La démocratie étant quelque chose de positif dans nos têtes, eh bien, il est positif que la majorité impose ses choix. En réalité, aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on a expérimenté cette forme de démocratie. Il se trouve que si on observe un tout petit peu ce qui se passe de tout temps, une minorité a pris le pouvoir sur d'autres minorités, si on regarde bien le résultat à nos élections. Alors, en France, c'est plus clair qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a 2 gros candidats, et puis il y en a un qui passe à 50,3%, tout en ayant triché, bien entendu. Et donc, tout le monde doit se coltiner ses décisions après pendant un certain nombre d'années. Alors, ce n'est pas tout à fait aussi simple parce qu'il y a quand même des chambres, etc., ce qui fait que ça complexifie un petit peu cette histoire. Mais globalement, en France, une minorité prend le pouvoir au niveau national et comme on vit dans un système très centralisé, eh bien, on laisse notre gouvernement prendre tout un tas de décisions alors qu'en fait, c'est une minorité. Même si à l'école, on nous a dit que c'était la majorité, en fait, c'est juste l'élection au double tour voilà, qui fait qu'on a l'impression que celui qui gagne est majoritaire parce qu'il y a un report de voix sur l'un des 2 candidats qui devient majoritaire par rapport à l'autre, effectivement. Mais si on regarde le premier tour, on voit bien que la personne qui est élue, au final, est élue par une minorité de personnes qui, au premier tour, ont voté pour elle. Bref, si on revient maintenant à nos organisations, on quitte le champ politique, on revient à nos organisations. On a l'impression qu'on est légitime pour imposer nos choix, effectivement, parce qu'on est majoritaire. Alors, je ne sais pas vous, moi, pendant longtemps, cette chose-là m'a poursuivi. Et c'était assez désagréable pour les personnes qui étaient en minorité face à moi, parce que j'osais leur dire, mais écoute, voilà, vous êtes 2, on est 5, on est majoritaire. Donc, on a discuté, on n'arrive pas à se mettre d'accord, et bien maintenant, on prend la décision. Ce qui voulait dire, on prend la décision que je porte, quoi. On prend ma proposition comme étant la décision. Alors, il y a une croyance chez les gens qui fonctionnent de cette manière-là,
c'est qu'en débattant, nous allons bien arriver à un consensus. Ça, alors c'est une croyance et c'est un espoir. Et j'entends dans des organisations que j'accompagne, les gens dire, bon, ce sujet-là, il est un peu nouveau, ouais, il est vraiment important, il est très stratégique, donc il faut qu'on le soumette au débat. Si on soumet au débat, qu'est-ce qui va se passer dans la plupart des cas? Eh bien, on va avoir des pour et puis on va avoir des contre. Qui a raison? C'est le sujet de ce webinaire. Et en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un, un groupe qui va avoir raison par rapport à ça? C'est compliqué. Qui peut juger de qui a raison et qui a tort? Alors, est-ce que c'est effectivement à la majorité? Mais en tout cas, quand on pense qu'en débattant, on va bien arriver à un consensus, ça, dans 99% des cas, c'est faux. En tout cas, sur les sujets importants qui requièrent un grand changement pour notre organisation, enfin, je dis un grand changement, ce n'est pas forcément un changement énorme, mais un changement important pour notre organisation, c'est très rare qu'on arrive à un consensus. Vous savez, le consensus, c'est tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que tout le monde pense que cette idée qu'on va transformer en décision, c'est la meilleure idée qui soit. Ça, malheureusement, ça n'arrive quasiment jamais, y compris dans un groupe plutôt simple. Prenons le plus petit groupe possible, un couple. Voyez comment vous vivez dans votre vie de couple. Parfois, oui, vous avez de la chance, l'un de vous a envie d'aller au cinéma et puis l'autre dit bah ouais, ok, ça me donne bien envie et puis on va au cinéma ensemble, ok, ça marche. Mais lorsque vous parlez de choses vraiment importantes qui génèrent des émotions chez vous, eh bien parfois on a même à deux alors qu'on s'aime, on est avec la personne qu'on aime le plus au monde, eh bien on a une difficulté pas possible à trouver ce qu'on appelle le consensus. Le consensus fort, c'est quelque chose, c'est un petit peu une chimère, c'est vraiment comme si on allait réussir à trouver la solution ultime qui allait plaire à 100% à chacun d'entre nous. Eh bien ça, c'est très rare parce que nous sommes tous différents et plus le groupe est nombreux, plus c'est compliqué, bien entendu, d'arriver à quelque chose qui se rapprocherait du consensus. Alors, on parle de consensus fort, là, hein, ce que je vous décris, c'est le consensus fort. En réalité, il y a un autre consensus dont on a tous entendu parler et qu'on vit la plupart du temps dans nos organisations, c'est le consensus mou. Comme on n'arrive pas à cette forme de consensus fort, eh bien, on va faire redescendre nos exigences, essayer de trouver le plus petit dénominateur commun, et quand on l'a, OK, on prend la décision. Mais du coup, la décision, souvent, elle est fade, pas forcément hyper efficace, parce qu'il a fallu qu'on fasse descendre notre degré d'exigence. Voilà. Alors enfin, ce qui est compliqué dans ce mode de fonctionnement, qui est le mode classique, où on pense majorité, minorité, la majorité a raison, donc elle impose ses choix, eh bien, la majorité parfois va assez loin puisqu'elle demande aux minorités, alors je dis au pluriel, hein, minorité, d'assumer la décision qui a été prise à la majo. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les gens qui se sentent profondément démocrates, j'en ai fait partie, donc je sais à peu près de quoi je parle, se disent « Oui, c'est vrai, j'ai été mis en majorité, mais je me suis battu, j'ai essayé de défendre mes opinions, je me suis battu, je n'ai pas réussi à convaincre, donc j'accepte cette décision contre laquelle je me suis tant battu. » Après, par contre, si on me demande à moi de la mettre en place, c'est-à-dire de la traduire par des opérations que je vais devoir faire, bon, ça va être quand même un petit peu compliqué. Je me suis tellement battu contre cette idée et maintenant, c'est à moi de la mettre en place. Voilà. Alors, si je suis vraiment très convaincu que c'est important de respecter les décisions prises par la majorité, etc., peut-être je vais le faire, effectivement, et peut-être même, dans le meilleur des cas, je vais le faire, comment dire, avec le meilleur, en donnant le meilleur de moi-même. Dans pas mal de cas, cependant, ce qui se passe dans les organisations que j'accompagne et ce que j'observe, c'est qu'en réalité, la minorité, elle n'avale pas la pilule. Elle n'avale pas d'avoir été mise en minorité, comme on dit, donc d'avoir perdu le combat. Alors, si on demande à quelqu'un de la minorité de mettre en place cette décision, qu'est-ce qu'il va faire? Il va freiner, il va saboter. Voilà. Donc, la décision qui a été prise n'était pas forcément une super bonne décision, ou plutôt, la manière dont on a pris la décision n'était pas forcément la meilleure manière, puisqu'elle crée de la résistance dans la mise en œuvre. Voilà. Donc, on ne peut pas exiger en tant que majorité des minorités qui ont perdu le combat de dire maintenant, vous suivez ce qu'on vous dit. Oui, dans un système
totalitaire, c'est ce qui se passe. On a un être humain qui prend les décisions pour les autres et les autres doivent plier. On l'a vu tout à l'heure, dans un système où il y a beaucoup de soumission à l'autorité, ça peut fonctionner. Dans un système comme le système français aujourd'hui, où on a des gens qui sont de plus en plus en capacité de penser par eux-mêmes, de développer un regard critique sur les choses, et avec les nouvelles générations qui arrivent, en fait, tout ça, c'est fini. Donc, si certains d'entre vous qui regardez ce webinaire, vous êtes un petit peu old school, un petit peu de l'ancienne école, à vous dire quand même, c'est important, quand on prend une décision, il faut que tout le monde soit derrière. Sachez que cette pensée-là, elle devient has-been malheureusement pour vous. Et que si vous voulez travailler, si vous voulez recruter des jeunes, il va falloir modifier votre manière de fonctionner. Et alors maintenant, on va voir comment. Ben oui, que faire? Alors, je vais vous donner quelques clés. La clé numéro 1, c'est on se fiche pas mal de savoir qui a tort et qui a raison. Voilà, et on arrête de débattre. Donc finalement, là, je me tire un peu une balle dans le pied, mais le sujet de ce webinaire que je voulais un petit peu provocateur, c'était pour arriver à cette conclusion au final. C'est qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir qui a raison et qui a tort? Et si on commençait à considérer que personne n'a raison, personne n'a tort, tout le monde possède un petit bout de la solution. Voilà. Et que c'est en travaillant ensemble qu'on va construire quelque chose de cohérent qui va correspondre à notre groupe pour passer de la situation actuelle, la situation qu'on connaît généralement avec un problème, parce qu'on veut la transformer. Donc, quelqu'un a fait une proposition, et il va falloir transformer cette proposition en décision pour transformer donc la situation actuelle en situation désirée. Donc, pour faire ça, s'il vous plaît, je vous propose, alors j'essaye pas de vous convaincre, attention, non, j'essaye plutôt de partager ce que j'ai mis du temps à comprendre, en fait, puisque dans mes jeunes années, j'étais un dirigeant et un manager absolument compétitif qui pensait tout ce que je vous ai raconté dans la première partie, et il m'a fallu une formation en sociocratie, il m'a fallu pas mal d'expériences parfois douloureuses pour comprendre qu'en réalité, on se fiche pas mal de savoir qui a tort et qui a raison. Ça n'est plus la question. Et donc, toutes les formes de débat dans lesquelles on va chercher à savoir qui a raison et qui a tort, dans lesquelles on va chercher à se convaincre les uns les autres, dans lesquelles on va chercher parfois à convaincre, pas tout le monde, mais la majorité, parce qu'on sait que la majorité va imposer ses choix, eh bien, toutes ces stratégies font partie du monde de la compétition et nous empêchent d'optimiser notre fonctionnement pour aller vers plus d'efficience et plus de bien-être au travail. Puisque ça, le synonyme d'augmentation de l'efficience, de l'efficacité et du bien-être au travail, c'est le mot coopération. Donc, si on veut plus de coopération, clé numéro 1, on arrête les débats. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Clé numéro 2, on ne cherche plus la solution parfaite pour chacun. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la plupart des organisations aujourd'hui, on cherche le consensus. Alors, surtout dans les organisations bienveillantes, parce que celles qui ne sont pas bienveillantes, voilà, il y a un boss qui décide et puis on ne discute pas, on avance. En réalité, dans les couloirs, ça va beaucoup discuter, devant les machines à café aussi, et puis ça va faire plus que discuter, ça va saboter, ça va freiner, etc. etc. Mais dans les organisations bienveillantes, oui, on cherche le consensus, on aimerait bien que tout le monde soit d'accord avec la décision, parce qu'on a commencé à comprendre que si tout le monde est d'accord avec la décision, il y aura moins de sabotage, il y aura moins de freins. Et puis, dans la mise en opération de notre décision, ça va rouler plus vite. Mais dans ce cas, en tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on ne cherche plus la solution parfaite pour chacun, donc on ne cherche plus le consensus. On va chercher autre chose qu'on va appeler le consentement. Clé numéro 3, on prend en compte toutes les propositions. Alors ça, c'est quelque chose d'hyper important. Alors, pour développer ce propos-là, je vais quand même différencier les propositions stratégiques des propositions opérationnelles. Prendre en compte toutes les idées de chacun dans une organisation, c'est compliqué. Vous comprenez bien, en particulier quand on parle de l'opérationnel, il se passe tout un tas de choses dans une organisation. Donc sur l'opérationnel, il y a parfois des milliers, des millions d'opérations, ça dépend de la taille de l'organisation. Mais il y a tellement de choses qu'on ne peut pas prendre en compte en réalité toutes les propositions de chacun. Mais si on met de côté tout ce qui est opérationnel, et que là-dessus, on le gère différemment. Alors, ce n'est pas le propos de ce webinaire, il faudrait que j'ai un peu plus de temps pour vous expliquer, mais si je mets de côté l'opérationnel, si je me concentre
sur ce qui est stratégique. Ce qui est stratégique, c'est donc les grandes décisions, les décisions qui vont nous permettre d'opérer des changements importants et dont on va devoir décliner tout un ensemble de décisions opérationnelles. D'accord ? Les décisions opérationnelles arrivent après la décision stratégique. Si on se concentre sur les décisions stratégiques, dès que quelqu'un fait une proposition de changement, je vous propose, donc de changement stratégique, je vous propose qu'on prenne systématiquement en compte toutes ces propositions. Combien de fois j'ai assisté à des gens à des réunions pendant lesquelles des gens faisaient des propositions stratégiques et ces propositions étaient balayées d'un revers de main par une petite phrase du style « non, on a déjà fait, ça ne marche pas » ou « non, non, ça ne marchera pas », sans autre type d'argument. Alors, si vous faites partie des gens un peu créatifs qui essayaient de contribuer à transformer la situation actuelle en situation meilleure en faisant des propositions et qu'on vous balaye toutes vos idées d'un revers de manche comme ça, bon, une fois, ça passe, 2 fois, ça passe, 3 fois, vous commencez à être un petit peu énervé, la 4e ou 5e fois, vous êtes complètement démotivé et vous n'avez plus envie de contribuer parce que vous comprenez que la règle du jeu dans ce groupe, c'est que certaines personnes, généralement des gens avec du charisme, extravertis, qui ont du bagou, qui se sentent légitimes pour dire non, voilà, sans autre forme d'argument, vous devenez complètement démotivé parce que vous sentez que dans cette organisation, dans cette réunion, dans ce groupe, vous ne pouvez pas être clairement pris en compte quand vous avez une idée. Il n'y a pas un cadre assez sécurisant, assez clair pour dire non, on prend en compte les idées de chacun. Donc, clé numéro 3, prenez en compte les propositions stratégiques de chacun. Bon, alors ça, c'est bien gentil, mais il faut d'autres clés pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Clé numéro 4. On s'influence positivement les uns les autres. Dans le système compétitif dont j'ai parlé pendant toute la première partie de ce webinaire, on essaye de se convaincre. Se convaincre n'est pas la même chose que s'influencer les uns les autres. Vous voyez bien que se convaincre, c'est « je considère que j'ai raison » et je vais tenter de t'influencer, c'est plus que t'influencer, c'est l'influence ultime, c'est de changer ta manière de voir les choses pour que tu adoptes ma manière de voir les choses. Pour passer en mode coopératif, on va changer ça et donc ça va changer quelque chose dans notre posture. Plutôt que de convaincre, je vais partager mes idées avec l'intention d'influencer, mais avec la croyance également que je ne détiens pas 100% de la vérité, je détiens un petit bout de la vérité et c'est ça que je partage. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, il est très important que je sois en capacité d'écouter les autres pour me laisser également influencer par ce qu'ils disent. Et donc, il faut que ma pensée, ma manière de voir soit malléable, flexible, souple, et que j'essaye de comprendre en développant ma capacité d'écoute, que j'essaye de comprendre ce que mes collaborateurs sont en train de dire. Comment se fait-il qu'un tel voit les choses, par exemple, comme sur cette image, en fait, il voit les choses, il voit un morceau de papier chiffonné vert, alors que moi, je vois un morceau de papier chiffonné orange. Mais en fait, c'est tout simplement que je suis face au orange, et donc c'est ça qui me saute aux yeux, c'est ça que je vois le plus. Lui, il est face au vert, donc c'est ça qu'il voit en priorité. Et si je commence à donner la parole à chacun dans le groupe, bien des gens vont me dire qu'ils voient un papier chiffonné bleu, d'autres un papier chiffonné rose, bleu clair, violet, etc. Et puis peut-être d'autres qui seraient au-dessus verraient le papier chiffonné jaune et puis verraient le dessin de cette ampoule qui est au milieu de l'ardoise. Pour tout ça, il va falloir qu'on développe chacun d'entre nous notre capacité d'écoute et donc qu'on sorte de cette croyance que certains ont tort, certains ont raison, mais plutôt qu'on passe dans un mode où tout le monde a une partie de la vérité. Et que s'influencer, eh bien, c'est partager sa vision de la réalité et être aussi influençable pour entendre que d'autres peuvent voir la réalité de manière différente. Voilà. Donc, vous voyez que dans la posture, il y a un changement d'énergie. Il y a, dans la première posture plus classique, j'ai raison, tu as tort, quelque chose de l'ordre du combat. Dans la coopération, on va arriver plutôt à, tiens, moi je vois les choses comme ça, toi tu les vois autrement. Intéressant. Comment ça se fait? Explique-moi. Comment se fait-il que tu vois du vert alors que je vois du orange? C'est quand même surprenant.
Et puis après, ben, je comprends, ben oui, tu es à un endroit différent dans l'organisation, donc tu vois les choses de manière différente. Ok, super. Donc il y a du orange et il y a du vert. Et puis, il y a aussi du rose, il y a du bleu foncé, du bleu clair, etc. Super. Et on va ainsi mieux comprendre la complexité de la réalité. Alors face à ce dont je parlais tout à l'heure, qui est un petit peu le problème ultime auquel l'humanité est confrontée en ce moment, qui est le réchauffement climatique, j'ai l'impression qu'il serait temps qu'on fasse cet effort, en fait. Alors, un certain nombre de scientifiques le font entre eux, mais avant toute chose, avant de penser solution, il faut faire un bon diagnostic de la situation et donc que chacun dise comment il voit les choses. Et forcément que les personnes qui vivent au pôle et qui voient la glace et la banquise fondre ont une perception du réchauffement climatique qui est très différente du mien. Moi, je vous avoue, pour l'instant, parfois, je vois des étés un peu chauds. Bon, mais je ne sais pas trop si ça change tant que ça. A priori, les personnes qui vivent au pôle, eux, pourraient me dire que oui, il y a des conséquences ultra fâcheuses, en tout cas de grands changements auxquels ils sont confrontés, et que peut-être c'est lié à ça. Clé numéro 5, et dernière clé pour aujourd'hui, on prend les décisions du coup quand il n'y a aucune objection. Alors, je vous disais tout à l'heure, il faut prendre en compte toutes les propositions. OK. On ne prend plus les décisions par consensus. OK. Mais je vous dis en même temps qu'on ne prend plus les décisions non plus à la majorité. Alors, comment faire? Ceux qui connaissent la sociocratie, qui nous suivent, comme Pascal, bon, le savent, ce n'est pas très nouveau, et donc je me répète un petit peu. Mais pour les personnes qui découvriraient, eh bien, on vous propose d'utiliser un outil qui est absolument révolutionnaire, qui s'appelle la décision par consentement. Si vous utilisez cet outil-là, et que vous l'utilisez bien, parce que comme tout outil, voilà, on n'est pas tous des artistes au départ. Hein. Si je prends un marteau et puis, je ne sais même pas trop comment ça s'appelle, un pieu, et je ne vais pas tout de suite pouvoir, ou un couteau, je ne vais pas tout de suite pouvoir faire une belle statue, vous voyez. Il va me falloir du temps. Donc, cet outil, eh bien, il est précieux. Il n'est pas forcément hyper complexe, mais il va nous prendre quand même un certain temps avant de pouvoir bien le manipuler. Et cet outil va nous permettre d'aller très loin, puisqu'il va nous permettre de sortir des postures de compétition entre les uns et les autres où on est en confrontation, pour aller vers un monde de coopération où on va vivre tout ce que je vous ai présenté pendant cette deuxième partie de webinaire. Donc, on ne prend plus les décisions par consensus, on ne prend plus les décisions à la majorité, on prend les décisions par consentement. Et le consentement, c'est quoi? C'est quand il y a zéro objection. Donc, vous voyez la différence. Consensus, c'est tout le monde d'accord. Consentement, c'est personne n'a d'objection. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'une objection? Une objection, en gros, c'est ça. Alors, je n'ai pas énormément de temps pour le développer. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir me poser des questions dans un instant. Mais il y a deux types d'objections. Les objections qu'on appelle raisonnables ou objectives. Certains les appellent les objections objectives, des objections qui vont nous permettre de nous protéger. Et puis, il y a des objections qui sont non raisonnables, qui sont subjectives et qui, en fait, nous empêchent d'avancer. Donc, il va falloir un certain entraînement pour le facilitateur de cet outil qu'on appelle la décision par consentement, mais aussi pour les membres du groupe qui l'utilisent. Alors, ça ne va pas se faire du premier coup, du tac au tac, mais avec un petit peu d'entraînement et quelques explications, quelques visuels comme celui-ci, eh bien, on va apprendre à différencier, par exemple, une obstruction d'une objection raisonnable, une peur irrationnelle d'une objection raisonnable, une préférence, parce que les préférences ne font pas partie des objections raisonnables. Elles sont subjectives. Et chacun d'entre nous, si chacun ramène ses préférences, regardez ce qui se passe, on retombe dans la recherche de consensus. Et puis, si ça crée de l'inconfort chez les individus, la proposition qui est faite, qu'on veut transformer en décision, eh bien, il va falloir aussi qu'on traite cette objection pour vérifier si l'inconfort est un inconfort tellement fort qu'il s'agit d'une objection raisonnable, objective, ou l'objection est non raisonnable et subjective, parce qu'en réalité, il s'agit d'un petit inconfort et que dans notre groupe, c'est bien que chacun fasse des petits efforts les uns pour les autres ou pour le groupe, parce que c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Messieurs, dames, je suis ravi. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Je n'ai pas moyen de vérifier. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Donc, je vais revenir maintenant au tout début
Voilà. Comment savoir dans un groupe qui a tort et qui a raison? En fait, vous l'avez compris, c'était pas la vraie question. La vraie question, c'est comment faire pour coopérer dans un monde où les gens aiment bien avoir raison et où il est difficile d'accepter que parfois on puisse avoir tort. En réalité, on s'en fiche. Bon, alors maintenant que je vous ai partagé et que j'ai essayé de vous influencer, vous avez vu, et en toute conscience, parce que dans mon expérience, en fait, j'ai découvert que cette manière de fonctionner ensemble, que j'appelle coopérative, en fait, elle permet d'être beaucoup plus efficace et puis d'être mieux dans sa peau, mieux dans ses relations, de prendre plaisir à aller au boulot le matin. Et ça, c'est quand même plutôt chouette de vivre dans la joie et dans l'efficacité. Je doute que beaucoup de gens recherchent autre chose que ça. Alors maintenant, c'est le moment des questions et des réactions. Donc, si vous voulez me poser des questions pour me permettre d'aller un petit peu plus loin sur une des slides, voilà, n'hésitez pas à envoyer un petit message dans le chat. Alors, il y a Lucie qui réagissait en disant « Oui, tout à fait, c'est d'actualité avec les injections. » Ben oui, effectivement, là, on est vraiment complètement dans l'actualité. Qui a tort et qui a raison? Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est la minorité? Peut-être qu'avec le temps, ben, on va le découvrir. Mais en attendant, ce n'est pas très agréable, en particulier pour la minorité. Ok, Laetitia devait nous quitter, pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Alia qui est à la technique, est-ce que tu vois des choses peut-être ailleurs que dans le chat? Parce que dans le chat, je ne vois pas grand-chose. C'est peut-être signe que c'était hyper clair pour vous, et tant mieux. Non, il n'y a rien du tout. Alors, messieurs, dames, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Si vous avez des réactions, c'est-à-dire si vous voyez les choses de manière différente de ce que j'ai pu raconter, dites-le et vos réactions seront les bienvenues. Je vais les lire pour que tout le monde en profite. Et si, à contrario, vous voyez les choses un peu de la même manière que moi, vous pouvez aussi le dire, mais le dire à votre manière. Et ça permettra comme ça d'avoir un point de vue, certes proche du mien, mais avec une manière différente de le dire. Et l'idée derrière tout ça, c'est qu'on cherche les uns les autres à mieux comprendre la complexité du monde dans lequel nous vivons. Et parfois, les organisations dans lesquelles nous sommes sont très complexes. Et c'est ça qu'on essaye de mieux comprendre pour que ça fonctionne mieux. Alors, tiens, Lucie nous dit, en sociocratie, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un chef? Waouh! Alors ça, j'en ai pas parlé, ce n'est pas du tout le sujet de ce webinaire, mais c'est un grand sujet, Lucie. Il y a deux écoles. Pour répondre à ta question, il y a deux écoles. Il y a l'école un peu, comment dire, l'école historique de la sociocratie qui dit oui, il y a besoin de chefs, il y a besoin d'une organisation pyramidale pour traiter ce dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais en l'éludant, toute la partie opérationnelle. En fait, le père de la sociocratie, Gérard Edenbourg, a eu une prise de conscience, c'est que l'organisation pyramidale, elle était intéressante uniquement pour traiter la mise en opération. C'est pas mal sur un navire d'avoir un capitaine qui puisse dire « Ok, tout le monde est à son poste, alors toi, alors je suis désolé, j'y connais rien en voile, hein, mais j'imagine, toi au voile, fais ceci, fais cela, tiens, il y a une tempête qui arrive. » Alors c'est plus parlant encore lorsqu'on est dans un moment où il faut réagir de manière urgente. D'accord ? Il y a un danger qui arrive. Le système pyramidal est assez efficace quand on a un chef qui donne des ordres. Donc, généralement, on est vraiment sur l'opérationnel là, et qui dit « faites ci, faites ça » pour que voilà, on se sorte du danger duquel on se rapproche. Alors ça, c'est OK à une condition, c'est que le chef soit bon. Parce que quand le chef n'est pas bon, bah, il peut prendre des décisions qui vont au contraire nous faire aller vers le danger et peut-être que ça va mal se finir. Voilà. Donc, il est important aussi, et une autre question derrière, c'est si on considère que dans certains cas, il est intéressant d'avoir des chefs, comment désigne-t-on les chefs? Et ça, la sociocratie, là aussi, a deux réponses.
je finis d'abord sur ta question, Lucie, puis je vois que Nathalie a écrit autre chose et Pascal aussi. Donc, l'ancienne école dit oui, il y a besoin des chefs pour l'opérationnel. Par contre, et c'est là qu'Edenburg a eu une vision de génie, pour prendre les décisions stratégiques, ça, on ne va pas confier ça à la hiérarchie, on va prendre les décisions ensemble. C'est-à-dire que les personnes qui sont concernées par la décision qui doit être prise et donc qui vont être directement impactées parce qu'ils vont devoir mettre en œuvre des opérations par rapport à cette décision stratégique, eh bien, ce sont ces personnes-là qui vont prendre part avec l'outil dont je vous ai parlé tout à l'heure, la décision par consentement, ils vont prendre part à la prise de décision. Alors, je vous dis ça, d'un côté, je me dis, waouh, c'est génial, c'est révolutionnaire comme idée. Puis d'un autre côté, je me dis, mais en fait, c'est tellement basique, j'ai du mal à comprendre que l'humanité ne soit pas arrivée à cette conclusion plus tôt, qu'il ait fallu attendre le 21e siècle. Alors, peut-être que des cultures ont déjà vécu des choses comme ça, puis voilà, je ne connais pas toute l'histoire de toutes nos civilisations, mais en tout cas, notre civilisation ultramoderne, aujourd'hui, je vois qu'on déploie une intelligence complètement incroyable pour faire tout un tas de choses, mais quand on est dans nos réunions à essayer de prendre des décisions, là, je vois que le niveau d'intelligence, parfois, il n'est pas très élevé, parce qu'on retombe systématiquement dans ces jeux de pouvoir où il y en a qui pensent avoir raison contre ceux qui ont tort, etc. Voilà. Donc, l'ancienne école considère que oui, il faut des chefs, mais des chefs opérationnels, et que le chef opérationnel fait partie du cercle, c'est-à-dire des réunions où on prend les décisions avec ses collaborateurs en étant au même niveau lorsqu'il s'agit des décisions stratégiques. Et ça change absolument tout. Pour l'avoir expérimenté pendant une dizaine d'années maintenant, ça a complètement transformé ma vie de dirigeant, ma vie de manager et puis ma vie de coopérateur aujourd'hui. La nouvelle école, inspirée des personnes qui travaillent sur des modèles comme l'holacratie, qui sont des modèles plutôt sociocratiques parce qu'ils respectent généralement la sociocratie, ils s'inspirent de la sociocratie, mais ils ont été plus loin en créant d'autres choses. Certains d'entre eux disent non, en fait, il ne faut pas de chef, la notion de chef est malsaine parce qu'elle met des gens au-dessus des autres et elle empêche l'empuissancement de chaque individu. Bon, c'est une différence de stratégie, une différence de vision. Et quand on a demandé d'ailleurs à Edenburg, est-ce qu'il était possible d'envisager une organisation sociocratique sans chef, Edenburg, en gros, sa réponse est de dire, globalement, c'est vraiment une manière de voir les choses. Soit on voit l'organisation pyramidale sur le côté, comme ça, et donc là, on voit la pyramide, soit on la voit par-dessus, et du coup, on voit quelque chose qui est aplati. On voit quand même un cercle central qui va prendre les grandes décisions qui concernent l'organisation, ce qui équivaut à un comité de direction dans une organisation classique. Donc, il y a aussi dans ce type d'organisation à plat une forme, alors non pas de hiérarchie, mais une forme d'organisation qui permet que tout le monde ne va pas discuter de tout. Parce que plus on est nombreux, plus c'est compliqué, plus surtout c'est impossible. Donc, il y a une subdivision du grand groupe en sous-groupes de 12 personnes maximum, et puis après, tout un système qui permet de prendre des décisions. En tout cas, on va avoir besoin, dans tous ces modèles-là, ce dont on a besoin, c'est que chacun développe son leadership. Voilà. Et pour ça, il faut sortir des jeux de pouvoir et il faut être dans plutôt une forme de solidarité, d'entraide, pour que chacun développe sa puissance, que chacun puisse développer son potentiel et qu'on fasse avancer notre organisation vers ses objectifs. J'espère que j'ai répondu à ta question, Lucie. Alors, j'en ai vu d'autres maintenant. Effectivement, c'était clair et fluide, bravo. Les mots débat, débattre, convaincre m'aident à faire la transition car il y a à battre et vaincre. Ouais, merci, c'est beau ça. Effectivement, dans combattre et convaincre, il y a battre et vaincre. Vous voyez que c'est on n'est pas tout à fait dans la coopération. Alors Nathalie, tu dis, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est important d'essayer de comprendre le raisonnement de l'autre en fonction de ce qu'il est, de son histoire, mais il est nécessaire que l'autre aussi ait cette approche. En fait, oui, alors il est nécessaire, le problème dans « il est nécessaire », tu vois, c'est comme s'il y avait une espèce d'injonction, et si tu poses une injonction sur ton collaborateur, ben, on retombe, tu vois, dans cette espèce de truc de convaincre, mais si, il est important que toi aussi tu deviennes coopératif. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire,
pour vous mettre plus à l'aise avec ça, soyez au clair, surtout si vous êtes dirigeant d'une organisation ou manager dans un groupe, soyez au clair avec votre objectif, partagez-le avec votre équipe. Vous voulez de la coopération, vous voulez que ça aille mieux, vous voulez être plus efficace, vous voulez que les gens aillent bien. Partagez ça avec votre équipe et voyez sur l'objectif, vous vous retrouvez. A priori, ça va être difficile pour les gens de dire que non, ils n'ont pas envie d'être plus efficaces, ils n'ont pas envie de vivre mieux le rapport au travail, les relations entre collègues, etc. Une fois que vous avez ça, vous leur dites, ben voilà, on va tester des outils pour essayer d'optimiser cette histoire de coopération entre nous. Et du coup, c'est là où les gens, par contre, peuvent entrer en résistance, tu vois. Et donc, lorsque tu dis à ton collaborateur, alors ce n'est pas tout à fait ce que tu dis dans ce que tu écris là, c'est Nathalie, ouais. Il est nécessaire que l'autre aussi ait cette approche. En fait, l'autre, il va falloir qu'il évolue dans cette idée-là. S'il est en incapacité d'écouter, on va lui laisser un certain temps quand même, et puis on va rappeler, écoute Stéphane, c'est vraiment important, tu sais qu'on s'écoute les uns les autres. Là, j'ai l'impression que tu nous ramènes dans le débat et que tu as envie de nous prouver qu'on a tort et que tu as raison. Est-ce que tu serais OK pour considérer que juste on a des points de vue différents et que l'important, ce n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, mais l'important, c'est d'écouter la complexité de la situation en écoutant justement nos points de vue divergents. Et que la réalité, en fait, elle est le reflet de toutes ces choses qu'on voit de manière un peu différente, tu vois, ou parfois très différente. Alors, ça risque d'être compliqué pour certaines personnes. Je pense qu'il y a une minorité de gens qui ne peuvent pas réussir ça. Voilà, parce qu'ils ont raison, la vie est comme ça et pas autrement. Et donc, si tu n'es pas d'accord avec eux, c'est que tu te trompes et que dans le meilleur des cas, tu te trompes. Dans le pire des cas, tu es un con. Et dans ce cas-là, effectivement, coopérer avec quelqu'un qui considère que tu es un con, ça va être compliqué. Donc, mon conseil, si au bout d'un moment, ça devient vraiment trop compliqué, vous voyez bien que la personne, elle bloque, eh bien, c'est se confronter à ça et c'est dire, bon, OK, il y a quelqu'un qui nous empêche d'aller vers la coopération. Qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, idéalement, c'est le former, c'est l'accompagner, etc. Mais s'il ne veut pas, c'est lui dire, écoute, j'ai l'impression que tu n'as pas le même objectif que nous. Nous, on a envie d'aller vers la coopération et toi, j'ai l'impression que tu nous ramènes tout le temps à cette guéguerre dont on veut sortir. Est-ce que c'est important pour toi de te confronter à nous tout le temps? Qu'est-ce qui est important en fait? Et puis, au bout d'un moment, si on a essayé et puis qu'on n'y arrive pas et que ça devient très désagréable et qu'on n'en peut plus, eh bien, c'est important de se dire qu'il faut se séparer. Voilà. Et on peut tout à fait… la séparation n'est pas contraire à la coopération. Il y a des séparations très saines qui vont permettre au groupe ensuite d'aller vers son objectif. S'il y a une personne dans le groupe qui n'a pas le même objectif que le groupe, c'est important qu'elle le dise, qu'elle s'en rende compte, que tout le monde s'en rende compte, et que dans ce cas, on la libère. On lui dise, écoute, va suivre ton objectif ailleurs. Ce n'est pas là que tu vas atteindre ton objectif, ce n'est pas avec nous. Regarde, nous, on va dans ce sens-là. On va vers la coopération. Donc, si tu veux vivre autre chose, vas-y, il n'y a pas de souci. Et puis, on négocie une séparation amiable en restant dans cet esprit de coopération. Allez, je continue. Il y a Pascal qui a écrit « Pour la question d'un chef, pourquoi pas s'il a la notion de veiller sur et sortir du surveiller ?» Et ouais. Oui, en fait, avoir un chef qui serait quelqu'un avec du leadership et même peut-être moins de leadership que soi-même, ce n'est pas un souci. En fait, on a des fonctions différentes et si ce chef, comme le dit Pascal, est au service des individus qui composent le groupe et il veille sur eux, il les aide à réaliser leur mission. Qui pourrait critiquer un chef dont la mission serait de veiller sur ses collaborateurs pour leur permettre de réaliser leur mission? Personne. Le problème, c'est qu'on a tous vécu des chefs qui, au lieu de veiller sur, faisaient, comme le dit Pascal, surveillaient. Et lorsque j'ai un père autoritaire qui surveille mon travail ou un prof qui surveille, qui met plein de choses rouges dans la marge pour dire ô combien je suis nul et que je n'ai rien compris, là, effectivement, il ne me permet pas de développer mon potentiel. Il ne me permet pas de prendre confiance en moi. Et donc, ce n'est pas un chef bienveillant. En fait, les chefs dont on parle en sociocratie, ce sont des leaders bienveillants. Voilà, on ne parle vraiment pas de la même chose. Alors, je sais bien que certains d'entre nous ont du mal avec le mot chef. Moi, ça m'a pris 3 ans dans mon parcours pour accepter
d'avoir, par exemple, un chef dont je pensais que cette personne était moins compétente que moi. Et mon formateur me disait, mais Yanis, on s'en fiche que la personne soit plus compétente ou moins compétente que vous. Son rôle n'est pas d'être plus compétente que vous. Son rôle est de veiller sur vous, de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, qu'elle soit plus compétente que vous sur le sujet, on s'en fout. Il suffit qu'elle soit en capacité de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, j'ai eu besoin pendant 3 ans de déconstruire la manière dont j'avais conçu le concept de chef dans ma tête pour pouvoir remplacer la définition du chef comme étant quelqu'un qui est au-dessus de moi, supérieur à moi, qui a plus d'expérience, plus de connaissances et qui va me permettre de développer une meilleure vision des choses, etc., ou de nouvelles compétences, etc. Non, ce n'est pas ça un bon manager. Ce n'est pas ça un bon leader ou un bon chef. C'est quelqu'un qui sait entendre les difficultés que je rencontre et qui va m'aider à les dépasser. Voilà, quelqu'un qui veille sur moi. C'est plutôt chouette, non? Donc ouais, des chefs comme ça, moi j'en veux bien tous les jours. Alors, veiller sur la coopération, le bien-être de chacun, l'efficacité du groupe au service de la raison d'être de l'organisation. Merci Pascal. Alors Alia, tu mets qu'il y a une question dans la partie questions-réponses, mais il faudrait que tu me la mettes ici parce que je n'y ai pas accès. Ah si, elle est là. Paf. Alors, de ton expérience, Yanis, comment faire comprendre à quelqu'un qui se laisse influencer, à quelqu'un que se laisser influencer n'est pas dangereux? Bonne question. Faut lui poser la question. Lui dire, qu'est-ce qui est dangereux dans le fait de te laisser influencer? Qu'est-ce qui est dangereux dans le fait d'accepter que ton opinion puisse bouger en fonction de ce que tu entends? Est-ce que tu as peur que les gens soient malveillants, qu'on te manipule? Et si la personne dit oui, on lui dit OK. Est-ce que tu es manipulable? C'est-à-dire, est-ce que tu crois que tu es assez faible d'esprit ou que quelqu'un est assez puissant pour pouvoir te faire changer d'avis contre ton gré? Est-ce que tu penses ne pas avoir cette capacité à juger dans ce que tu entends de choses qui sont justes ou pas? Alors peut-être dans ta vie, ça t'est arrivé d'observer que tu avais changé d'avis à un moment donné et en fait, tu t'es planté et que la position que tu avais au départ était la bonne et qu'en changeant d'avis, en te laissant influencer, du coup, tu es allé vers des choses qui étaient néfastes pour toi. Et donc, il y a une part de toi qui doute. Quand tu te fais influencer, ouais, il y a une peur qui est là. Tu as peur que ce ne soit pas une bonne influence pour toi. OK? Bon, une fois que la personne se rend compte de ça, est-ce que ça veut dire pour autant que toute forme d'influence est néfaste? Non. Alors, comment faire pour serrer les formes d'influence néfastes pour toi ou le groupe et les formes d'influence qui sont positives? Et peut-être qu'on peut faire ça en groupe. Si c'est un membre de ton service, c'est Claudine qui a posé la question, ou de ton asso qui a cette posture, tu vois, ouais, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur cette question-là ensemble? Tiens, il y a Martin, je vais l'appeler, qui a l'impression que se laisser influencer, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Et en fait, en laissant parler chacun, ce qui va se passer, c'est que justement, Martin va se laisser influencer par les points de vue des uns et des autres, et on est tous comme ça, hein. Si on arrête d'être dans des confrontations un peu comme ce qui se passe à la télé, alors en ce moment, on voit beaucoup Zemmour, là, alors le pauvre, ouais, il joue beaucoup à ça aussi, mais il se fait couper la parole tout le temps. Mais en fait, le débat politique n'est que ça. On n'essaye pas de se comprendre. On essaye de faire croire aux gens qui vont devoir aller voter que j'ai raison et donc que l'autre a tort. Et donc, j'utilise plein de techniques de manipulation pour faire ça. Ce n'est pas très intéressant. En réalité, ce qui serait chouette, c'est plutôt de considérer, tiens, dans le discours de Zemmour, dans sa vision du monde, comment se fait-elle qu'elle est si différente de moi et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment je peux aussi me laisser influencer par ce qu'il dit? Et comment lui, effectivement, comme le disait Nathalie tout à l'heure, si lui aussi se laisse influencer par moi, on va pouvoir coopérer et on va pouvoir être tous les deux dans un gouvernement alors que
il est d'extrême droite et par exemple, je suis d'extrême gauche. Il est possible de faire coopérer des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, de droite, de gauche, du centre, tous ces gens-là, avec les techniques qu'on a aujourd'hui. Par contre, ça demande effectivement à ce qu'ils changent de posture. Et tant qu'ils sont dans la croyance qu'ils ont raison et que les autres ont tort, et qu'ils sont dans un jeu dont les règles les poussent à être dans cette posture-là, alors on n'avance pas. Voilà. Et on va continuer de confier les clés du pouvoir à des gens qui ont une vision limitée de la réalité et qui ont un espace de créativité limité parce qu'ils sont dans leur camp politique. En réalité, pour pouvoir faire face aux différentes difficultés de notre société qui sont parfois très complexes, il faudrait vraiment changer, passer en mode intelligence collective, coopérative, pour trouver des solutions qui soient plus pérennes, qui génèrent moins de freins, moins de réactions, moins de gens dans les rues, sur qui il faut taper. Vous vous rendez compte, on est dans un système qu'on dit démocratique, et en fait, il y a des minorités qui vont dans la rue parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens d'expression, et pour leur faire fermer leur gueule, on leur tape dessus. Au XXIe siècle, c'est quand même hallucinant. Macron prend le pouvoir en disant « je serai le président de tous les Français », mais les minorités qui vont dans la rue, je leur taperai dessus. Alors, c'est facile à dire, moi je ne suis pas président, hein, mais être président de la République aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait, avec les règles du jeu qui sont en place, beaucoup d'autres alternatives. J'en sais rien, à vrai dire. Mais ce qui m'intéresserait, c'est plutôt qu'on repense un autre système dans lequel les minorités n'auraient pas besoin d'aller dans la rue pour qu'elles soient entendues et prises en compte. Ce n'est pas simplement entendu, c'est aussi prise en compte. Pour qu'elles n'aient pas besoin, enfin, pour qu'on n'ait pas besoin, nous, majorité, de leur taper dessus. Et en fait, il n'y aurait plus de majorité de minorité. Et il y a tout un tas de gens qui réfléchissent à tout ça en ce moment. La nouvelle génération, là, c'est des trentenaires en ce moment que je vois, qui réfléchissent à comment utiliser le web pour démocratiser la démocratie, pour aller vers une forme de démocratie réelle, pas la forme de démocratie qu'on vit actuellement. Allez, il est 13h32, je vois que le temps avance. Merci Lucie. Pascal, tu nous mets aussi effectivement veiller sur l'empuissancement de chacun au service de de la raison d'être du groupe. Et Pascal, tu mettais aussi, en écoutant l'échange sur la notion d'influencer, je pense à est-ce que cela résonne en moi, me rejoint ou me nourrit ou pas, et avoir la liberté de l'accueillir dans ma structure d'être ou pas. Waouh! Alors, je vous la refais. Par rapport à cette question d'influence, Pascal propose d'utiliser cette formule « Est-ce que cela résonne en moi ?» ce que tu dis. Est-ce que ça me rejoint? Est-ce que ça me nourrit ou pas? Et est-ce que j'ai la liberté de l'accueillir dans ma structure d'être ou pas? Et effectivement, peut-être que ce que tu dis, c'est tellement loin de moi que je n'arrive pas à l'accepter en fait. Voilà, je parlais de Zemmour tout à l'heure, ta vision du monde ou un certain nombre d'arguments que tu utilises sur le grand, comment il appelle ça, le grand changement, là où en gros la culture musulmano-islamique prendrait la place sur la culture française. Est-ce que ça peut trouver un écho en moi par rapport aux informations que j'ai, par rapport à ce que je vois, par rapport… Ok, est-ce qu'il y a des peurs aussi qui rejoignent la tienne? Moi, par exemple, globalement, j'ai eu des informations sur les grands flux migratoires qui arrivent en France. Il semblerait que mathématiquement parlant, ce n'est pas possible et que c'est erroné. Mais bon, c'est une source que j'ai lue dans un magazine. Donc, ça ne me dit pas que c'est la vérité. Même si c'était chiffré, bon, voilà, et je ne sais pas d'où viennent les chiffres, donc j'en suis pas sûr. Mais ça me rassure, donc j'aime bien cette pensée-là. Par contre, ce que ça interroge chez moi, c'est plutôt, ah oui, si j'apprécie la culture française, est-ce que le fait qu'elle se mélange avec d'autres cultures la dénature? Et peut-être qu'à certains endroits, oui, je me dis quand même, on risque dans quelques générations d'avoir perdu des choses qui sont importantes pour moi. Bon, ben, si c'est le cas, comment on fait? Comment fait-on pour préserver des choses qui sont importantes pour nous? Et est-ce qu'on a forcément besoin d'exclure des gens, d'interdire un certain nombre de pratiques, etc., de multiculturalisme, par exemple, pour pouvoir préserver
En coopération, vous savez, on préfère le « et » au « ou ». Donc, on peut peut-être faire les deux. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Je remercie Nathalie, Pascal, Lucie, Stéphanie, toutes les personnes qui ont posté des choses. Alors, il y a Nathalie. Merci pour cet échange. Je suis obligée de vous quitter. Bonne journée à tous. Et bien, Nathalie, c'est aussi ce que je vais souhaiter à chacun d'entre vous. Pour les personnes qui n'auraient pas eu accès à ce webinaire parce qu'elles n'étaient pas disponibles, on va le mettre en ligne et donc il sera consultable en replay sur notre site internet et puis sur YouTube. En tout cas, pour le mot de la fin, moi, merci à Nathalie Labarre qui m'a aidé à la mise en place de ce webinaire. Je suis toujours autant ravi de vous partager les quelques pépites que j'ai rencontrées sur mon chemin vers la coopération, vers une forme de coopération optimisée, qu'on ne peut pas rencontrer dans une organisation qui fonctionne de manière classique, parce que j'ai un côté de moi, vous savez, qui est un visionnaire utopique et qui espère vraiment améliorer le monde. En tout cas, j'espère que pendant ce passage que je fais sur Terre, je vais pouvoir poser des graines, contribuer en tout cas à l'avènement d'un monde meilleur. Voilà. Et pas d'un monde meilleur pour une minorité, pas d'un monde meilleur pour une majorité, mais un monde meilleur pour tous. Et il y a quelque chose en moi, alors c'est ce que disait Pascal tout à l'heure, dans ma structure d'être, il y a quelque chose qui me dit que c'est possible. Et j'ai découvert tout un tas d'outils, de choses très intéressantes avec la sociocratie qui permettent de se rapprocher de ça. Alors je ne doute pas que dans quelques temps, dizaines d'années, la sociocratie sera complètement has-been, qu'on sera passé à des choses bien plus développées. Mais aujourd'hui, en 2021, fin 2021, il me semble que c'est quelque chose qui est un petit peu à la pointe et que si déjà on se dotait de ça, qui est assez simple, parce que c'est du bon sens, ça pourrait changer nos vies. Alors voilà, si vous avez envie de travailler avec moi, vous n'hésitez pas. Vous tapez Yanis Camus sur LinkedIn, sur Facebook, sur Internet. Mon site est en construction, mon nouveau site. Il sera opérationnel en 2022 et je serai ravi de vous accompagner pour plus d'efficacité, pour aller plus rapidement et mieux vers vos objectifs et aussi beaucoup plus de bien-être. Chers amis, merci d'avoir été présents. Belle journée à vous. À bientôt et vous pouvez laisser vos commentaires dans le chat que je puisse lire vos feedbacks. Et je vous remercie beaucoup. Plein de belles choses, plein de joyeuses, très joyeuses fêtes de fin d'année. Et j'espère, Nathalie, si tu nous entends, que tu vas vite aller mieux et que cette histoire de Covid sera vite derrière toi. À bientôt tout le monde. Et pour finir, la petite musique de Jérémy Frérot. Il n'y a pas de traître, il n'y a pas de voleur, ni Dieu ni maître dans mon cœur. Il n'y a pas de con, il n'y a pas de chaîne, Il n'y a pas de con. ni état ni patron dans mes veines. Je suis libre, je me sens loin, je n'ai pas envie de prendre un autre chemin. Sans toi libre, dis-moi qui que tu sois, qui a raison, dis-moi qui a raison. Pas de vainqueur, pas de vaincu, de la hauteur des capteurs. Pas de vainqueur, pas de vaincu, de la hauteur. Qui a raison, pas de gloire, pas de jugement, juste des hommes, juste Pas de gloire. On ne cherche plus la gloire. Pas de jugement ou que du jugement positif. pour jouir de la vie, ni robot ni esclave dans mon esprit. Il n'y a pas de colère, pas de minimum, ni mauvaise heure, ni mauvais homme. Je suis libre, je me sens loin, je n'ai pas envie de prendre un autre chemin. Je suis libre, rien ne me retient, rien ne me retient. Sans toi libre, sans toi serein, de marcher aussi sur le même chemin. Sans toi libre, dis-moi qui que tu sois, qui a raison, dis-moi qui a raison. Pas de vainqueur, pas de vaincu, de la hauteur des capeurs. Qui a raison, dis-moi qui a raison. Pas de gloire, pas de jugement, juste des hommes, juste des gens. Qui a raison, dis-moi qui a raison. Pas moi. Pas de vainqueur, pas de vaincu, de la hauteur des
faire perdre. Qui a raison? Dis-moi, qui a raison? Pas de gain, pas de gloire, pas de jugement, juste des hommes, juste des gens. Qui a raison? Dis-moi qui a raison? Pas de vainqueur, pas de vaincu, de la hauteur des cœurs perdus. Qui a raison? À bientôt tout le monde. Qui a raison? Pas de Joyeux Noël. pas de jugement, Bonne fête. juste des hommes, juste des gens. Et voilà, c'est fini.